Cet épisode est présenté par Simalp, marque française outdoor depuis 1964. Ça fait 3 ans que Simalp soutient le podcast et surtout 3 ans que je teste leurs produits sur le terrain dans toutes les conditions. Et je peux vous dire une chose, si je n'hésite pas à les recommander, c'est parce qu'ils sont fiables et bien pensés. Avec Simalp, on est sur une marque française à taille humaine, animée par de vrais passionnés de montagne. Et ça se sent de la conception à la relation client, en passant par leur engagement pour la planète. Fin 2025, ils vont d'ailleurs ouvrir la Réparerie, un atelier pour réparer vos équipements Simalp à vie. La Réparerie prend place au sein du tout nouveau siège social de Simalp, inauguré récemment et nommé le Refuge. Pour célébrer ça, ils sortent une série limitée Alpine Refuge avec des pièces techniques qui rendent hommage à nos terrains de jeu alpins et à cet esprit d'entraide qu'on retrouve là-haut. Si ça vous parle, allez faire un tour sur simalp.fr, CIMALP.fr. Soutenir une marque engagée, c'est aussi soutenir ceux qui rendent ce podcast possible. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. C'est parti. Eh ben écoute, bienvenue sur le podcast Moyav. Je suis absolument ravi de te recevoir au micro des Frappés. Merci beaucoup à Louis Demareuil d'ailleurs et à Guillaume Malcani. Je crois que le premier à m'avoir parlé de la sortie de ton livre, c'était Guillaume Malcani, que j'ai eu la chance de recevoir sur le podcast. Et puis ensuite, Mareuil, ça fait longtemps que j'échange avec cette maison d'édition. Ils m'ont gentiment envoyé plusieurs anciens invités, dont Louis Saillant notamment. Donc merci beaucoup à eux et encore une fois bienvenue Moyav sur le podcast. Merci beaucoup. Moyav, tu es quelqu'un de très occupé, donc on va faire en sorte que cet échange soit le plus efficace possible. Pour autant, je te cache pas que c'est un vrai challenge. Ça va être un vrai challenge parce que il y avait quelqu'un dans mon ancienne boîte qui disait parfois pour des gens qui comme toi faisaient plein de choses, qu'ils avaient vécu plus de vie que leurs grands-parents. Toi, c'est franchement clairement le cas. C'est hallucinant à la lecture de ton livre, de toutes les interviews que j'ai pu regarder sur la sueur, légende. T'as fait énormément de choses. Si on le synthétise en très bref, tu es déjà un ancien judoka. Un petit point qu'on a en commun. D'ailleurs, il faudra qu'on discute un peu des périodes et tout où tu faisais de la compétition, parce que si ça se trouve, on s'est peut-être croisés. C'est possible. Ouais, c'est possible. Exactement. Militaire ensuite, 27e bataillon de chasseurs alpins. Tu as passé, alors assez exceptionnel, tu as réussi 2 fois des épreuves dans 2 unités différentes des forces spéciales. 13e RDP, première PIMA. Non, pas le premier. Enfin, Pas le premier ? En fait, j'ai réussi les tests, mais j'ai pas. C'est un peu particulier parce que le 13e RDP, j'avais postulé dans mon primo engagement en 2008. Ouais. Et comme je l'avais écrit, j'ai pas été parce que ça engageait vraiment beaucoup trop tard et j'étais pressé de rentrer à l'armée. En gros, il fallait que tu Donc attendes un an, c'est ça, pour les intégrer, pour intégrer ouais. à peu près, et même plus au final, ouais, même plus d'un an. Et donc du coup, je me suis dit que j'irais un peu plus tard dans les forces spéciales et j'ai choisi le 27e bataillon de chasseurs alpins. Et en fait, au décours de ma vie, pendant que j'étais gardien de la paix dans la police nationale, j'ai repréparé les tests, j'ai repostulé en tant que candidat ultérieur, ça s'appelle, pour le premier PIMA et pour le CIRP. J'ai eu mes tests et j'ai pris le CIRP. Ok.
Mais donc voilà, tu viens de l'évoquer aussi, militaire, puis policier. En parallèle de ça, sport. Le judo s'est transformé. Alors je sais pas si tu en pratiques toujours aussi assidûment qu'avant, mais maintenant tu es aussi dans le MMA, à la frontière du professionnel, et maintenant étudiant en médecine. Donc et accessoirement papa de 2 enfants, si je ne me trompe pas. Donc Exactement. assez hallucinant. Donc on va forcément devoir tenir un fil rouge et parler de certaines de ces expériences, peut-être faire des zooms sur certains moments de chacun, enfin certains moments de chacune de ces grosses expériences de vie. Moi, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est justement ce fil rouge. Alors, tu en parles très bien dans ton livre de Sueur et de sang, encore une fois, qui vient de sortir aux éditions Mareuil, que je vous recommande absolument. Mais le fil rouge, toi, quand tu regardes en arrière et quand tu regardes ce qui arrive là juste devant toi avec ces études de médecine, tu dirais que c'est quoi? Je sais pas. Je dirais surtout que je suis pas quelqu'un de très structuré. Je regarde ma vie. Euh, je sais pas. Je me suis toujours dit que j'allais pas vivre vieux. Je sais pas pourquoi. Et parce que je pense que je suis un peu aventurier. Je me considère comme un guerrier. Donc je me suis toujours dit, de toute façon, tu vas pas vivre vieux. Et donc du coup, profite de ta vie. Fais ce que tu as envie de faire. Euh, Fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. Ce que tu as envie de le faire, t'essaies de le faire, t'y arrives, tant mieux, t'y arrives pas, bah tu rebondis. Puis donc voilà, aujourd'hui ce qui me fait vibrer, c'est médecine, c'est de servir à autre chose. Donc pour la société, pour les autres. Si en y réfléchissant, si je devais garder, s'il y avait un fil rouge, c'est le service. Première partie de ma vie de jeune adulte, bah, c'était le service au drapeau. Ensuite, le service à la protection des personnes, et puis par la police. Et aujourd'hui, bah, j'étudie et j'ai envie d'aider autrement, en soignant peut-être des gens, enfin des malades, euh, en les aidant dans leur vie qui peut être cata, ou les guérir ou les soigner ou les soulager. Voilà. J'ai peut-être ça mon fil rouge. Hmm. Un service. Un service S- aux autres. Sachant que tu viens d'une famille militaire, ou en tout cas où il y a cette notion de service, soit militaire, tu vois, ou de médecin, ou ce genre de profession. J'ai des gens qui sont dans l'armée dans ma famille. Je viens d'une famille je l'ai appris il y a pas longtemps. Alors c'est peut-être épigénétique du coup, mais je viens d'une famille de résistants. J'ai Ah appris ouais? que mes grands-parents étaient des résistants, que mes arrière-grands-parents étaient des résistants. Euh, Après, oui, bien sûr, j'ai des gens de ma famille, enfin des personnes de ma famille plutôt éloignées, enfin famille éloignée qui étaient dans l'armée. Mais sinon, dans mon entourage proche, premier cercle, non, j'ai pas de militaire, j'ai pas Ok. de policier, pas de gendarme. Donc c'est peut-être Par contre, pas. j'ai des médecins. J'ai Ouais. beaucoup de médecins. Ok. Ouais, Ok. Le 27e, si on va tout de suite dans le détail, 27e bataillon de chasseurs alpins. Donc tu expliques, tu décides de rejoindre l'institution. Tu passes tes examens, enfin tes tests, tes sélections. Il y a plusieurs portes qui sont possibles. En revanche, il y en a une qui est accessible tout de suite, et l'autre, il faut attendre un peu avant qu'elle se déverrouille. Et c'est celle du 13e RDP, 13e régiment de dragons parachutistes, c'est unité ça, des forces spéciales. exactement. C'est la Du coup, tu composante renseignement des forces spéciales. Ouais. Terre. Alors, pour schématiser, et tu me dis si je raconte n'importe quoi, parce que l'univers me fascine, mais je suis très loin d'être un expert. Globalement, le 13e RDP, moi, ce qu'on m'a toujours expliqué, c'est les gars qui partent avec 90 kilos de matos sur le dos et qui vont s'enterrer pendant plusieurs jours potentiellement pour aller faire de l'observation et rapporter du renseignement. Ouais, exactement. Enfin, en fait, c'est la composante renseignement, observation du commandement des opérations spéciales. Euh, c'est le régiment renseignement de l'armée de terre Ouais. par excellence. Donc, côté force spéciale, c'est 13e RDP. Côté plutôt armée conventionnelle,
Ça va être le deuxième RH, régiment de Ok. hussards, Ah, ok, ok, voilà, qui font beaucoup du renseignement de l'avant. Donc voilà. ok. Tu décides du coup d'opter pour le bataillon de chasseurs alpins, 27e bataillon de chasseurs alpins. La spécificité des chasseurs alpins, au-delà de l'environnement, je pense, bon voilà, c'est dans le nom, ça parlera un peu à tout le monde, plutôt un environnement montagne, mais est-ce qu'il y a d'autres spécificités de ce type d'unité? Ce qui me faisait un peu vibrer quand j'ai accepté l'engagement au 27, c'était oui, bien sûr, la montagne qui me plaisait, mais aussi leur composante GCM, groupe commando montagne, qui est l'unité commando au sein de chaque bataillon, comme les GCP, les groupes commando parachutistes, au sein de chaque régiment de parachutistes. C'était avant de rentrer, avant de faire mon incorporation, c'était un petit peu l'objectif à moyen et long terme d'intégrer cette unité-là, mais après avoir fait différentes opérations extérieures, je voulais plutôt me diriger vers un régiment de force spéciale ou le CIRP. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Enfin, en fait, en revenant d'Afghanistan, je voulais absolument présenter les tests pour les forces spéciales. Donc tu viens de l'évoquer, Afghanistan, tu es déployé du coup, on est en quelle année à ce moment-là? On est en 2011. 2011, waouh. Mm. Et t'avais quel âge si tu peux le dire? Je devais avoir 22-23 ans. Waouh, ouais, donc, punaise. Donc tu pars en Afghanistan. Dans ton livre, t'expliques bah, globalement tout le cheminement. Il y a évidemment une grosse phase de préparation avant d'être déployé sur ce type de terrain. Une fois arrivé sur place, c'est assez drôle parce que ça fait quand même beaucoup écho ton témoignage à ce que Louis Saillant, Win, que j'avais reçu, qui est un ancien pilote d'hélicoptère d'attaque du 4e RHFS, et d'autres anciens militaires me racontaient sur la différence d'équipement, notamment entre l'armée française et l'armée américaine, puisque quand tu arrives, vous faites une sorte de passage un peu tampon dans une ou la plus grosse base militaire d'Afghanistan. Exactement. Bah, en fait, c'est là où il y a l'aéroport. Enfin, c'est là où il y a un Ok. des deux aéroports. Donc, nous, on a atterri à Bagram. On pouvait atterrir à Kaya, qui est l'aéroport, qui était l'aéroport international. Bagram, c'était l'aéroport, enfin, c'était la grosse base américaine. Et donc, nous, on est arrivé à Kaya. On y est resté quelques jours. Je crois que c'est 2, 3 jours. Et après, on a embarqué de nuit avec les hélicos pour rejoindre nos différentes, ça s'appelle, nos différentes bases s'appellent des FOB Les bases dans les avancées. vallées. Exactement, c'est des bases avancées, des petites bases avancées dans les vallées. Du coup, c'est un peu comme si tu passais de New York à un petit patelin dans la Creuse, quoi. Quand tu arrives à Bagram, j'imagine, où il y a des Burger Ah, King, si j'ai bien compris, exactement. T'avais sur la même base. Harley Davidson. T'avais même Harley Davidson là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'avais des PX et avec différentes marques. Enfin, tu trouvais un peu de tout. En fait, les Incroyable. Américains, ils y restent très longtemps, hein. Ils y restent. Et puis, il y avait pas que des militaires. Il y avait aussi beaucoup de civils enfin, de civils américains qui étaient là-bas. Euh, donc, euh, Donc en fait, c'était vraiment une petite ville une petite ville américaine au sein de l'Afghanistan. C'était assez drôle. Et du coup, par contraste, les FOB, les petites bases avancées où tu te retrouves après, ça ressemble à quoi? C'est quoi l'ambiance du coup? Ah, c'est moins sympa, hein. C'est Moi j'étais quand même dans une grosse fob. C'est environ donc c'est des bastion walls, donc c'est des murs en bastion wall. Les bastion walls, c'est des espèces de gros cubes avec du treillis soudé, avec à l'intérieur de la terre qui sont montés sur environ 3 à 5 mètres de hauteur et qui font le tour avec une entrée et différents miradors tout autour pour monter la garde. Et la mienne, elle devait faire, je sais pas, 200 ou 300 mètres de largeur sur 100 mètres de longueur. Ok. Donc, c'était pas et puis dedans, il y avait les Américains, il y avait aussi les Afghans qui prenaient une moitié
de la FOB et les Français. Ah oui, les Afghans, si, alors je vais pas non plus spoiler tout ton livre, mais tu partages une anecdote qui se passe vraiment au tout début de ton déploiement, où en fait, si j'ai bien compris, si j'ai fini la lecture de ton livre juste avant l'interview pour préparer tout ça. En fait, l'armée afghane était mêlée globalement à beaucoup d'opérations Oui, et l'idée c'était que même, globalement, vous viviez plus ou moins ensemble et l'armée afghane, par exemple, pour rejoindre ses quartiers à elle, devait traverser les quartiers des armées étrangères. Donc tu partages, voilà, malheureusement, l'armée afghane était parfois infiltrée exactement. et donc tu partages une anecdote comme ça. Ouais, et Euh, bah d'ailleurs, des anecdotes comme ça, il y en a eu plusieurs au cours de mon mandat, hein. Il y en a ok. eu au moins deux. Au moins deux. Et du coup, la question que j'allais te poser, est-ce que tu as, en arrivant, finalement, tu vois, 22 ans, premier déploiement, 22 ans, on est quand même encore un peu frais dans la vie, avec peut-être des convictions, tu vois, entre les convictions que tu avais au moment où tu t'es engagé, en tout cas ce que tu cherchais dans l'armée, même si on parle pas de convictions, mais ce que tu étais venu chercher en rejoignant l'institution. Et ce que tu vois, ce que tu découvres sur place, parce que ton baptême du feu, il est violent et quand même méga soudain. Ta confrontation à la mort, elle est quasi immédiate. Euh, Ta confrontation au pire de la nature humaine, voilà, encore une fois, je raconte pas l'anecdote qui implique l'armée afghane, mais allez lire le livre. Mais globalement, est-ce que tu as un moment un peu de, tu vois, de wake up call où tu dis, voilà, vache, en fait, c'est ça ou pas tant que ça et t'avais été bien préparé du fait de tes formations, des rencontres que tu avais pu faire avant avec des militaires plus aguerris, etc. Non, quand je suis arrivé, on était, enfin moi j'étais excité, surexcité même, hein. J'étais content d'arriver, j'étais content de d'avoir été choisi, parce que le régiment il avait fait quand même un tri pour envoyer ses combattants en Afghanistan, donc tout le monde ne partait pas au régiment. Donc non, j'étais content, fier, content d'être là, excité, j'avais hâte de sortir. J'avais hâte de sortir. Après, j'ai tout de suite été rappelé à la réalité en arrivant avec la mort du légionnaire, qui était un bon camarade, Goran, qui le lendemain de mon arrivée sur une mission a pris une rafale de PKM dans le dos et est décédé. Donc forcément, bah, ça rappelle un peu à la réalité, hein, quand on voit le cercueil et qui est, on fait un adieu à son camarade sur la petite place d'armes qu'on avait et qu'on voit le cercueil quitter la FOB par un hélico, bah forcément, ouais, ça rappelle à l'ordre. Mais non, non, j'étais quand même assez content. Et puis, bah, en tant que chrétien, croyant, voilà, si ce qui doit arriver arrive, hein, donc fataliste. Ouais. Ce qui est écrit est écrit. Voilà. Sur ton quotidien, qu'est-ce que tu peux partager? À quoi ressemblaient tes journées typiquement? Alors, pour les militaires qui étaient dans la FOB, je sais pas s'il y avait des missions très variées, c'est-à-dire vous étiez tous dans la même FOB, mais est-ce que globalement, tu avais des gens qui faisaient, tu vois, que de la logistique, du ravitaillement, que du Bien sûr, renseignement? bien sûr. Et du coup, Il y toi, avait- tes journées, ça ressemblait à quoi? C'était quoi Bah, mes journées, elles étaient jamais les mêmes. Enfin, on essaie d'avoir un cycle. Mais en fait, j'étais dans un groupe, on va dire spécialisé. Moi, je faisais beaucoup d'appui aux unités, donc je sortais beaucoup avec mon groupe. On appuyait, bah, soit on allait appuyer bah, mon GTIA, donc mon groupe en tactique, qui sortait pour faire une mission. Mais on pouvait sortir aussi pour appuyer les forces spéciales, où on pouvait aussi sortir pour appuyer une mission conjointe Armée nationale afghane français. Donc après, voilà, on sortait à la journée, où on pouvait sortir 2 jours, 3 jours, 7 jours, ça nous arrivait, où on dormait, voilà, on essayait de se dissimuler, voilà, on vivait un peu en vase clos
avec 2-3 groupes. Et, euh, et sinon, bah, c'est beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Il y avait, voilà, on se faisait des petits réseaux communs avec les copains quand on était de repos pour souffler un peu. On jouait à Warcraft, on jouait à Counter-Strike et voilà, hein. Et ça passait des journées sur MSN avec la famille quand on est de repos. Ah, MSN, eh oui, 2011. Ouais, et ouais, Waouh, ça ne rajeunit pas ça. exactement. C'est clair. Alors, tu parlais d'émissions où parfois vous partiez plusieurs jours. Alors, deux choses, si tu peux clarifier pour nous. Quand tu parles de ton rôle était d'appuyer les autres unités, concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain? Et ben souvent nous on était héliportés ou si c'était pas très loin de la FOB, on partait avec les véhicules et ou à pied même. Ça nous est déjà arrivé de de sortir à pied de la FOB. Et en fait, on allait se poster souvent sur les hauteurs, euh, où il nous arrivait aussi de rentrer dans les habitations, se mettre sur les toits. Et puis bah, après, on appuyait les unités au sol, enfin qui étaient soit en bas dans la vallée, soit un peu plus loin de nous avec les Milan. Et Les fameux. exactement, donc on sortait à plusieurs groupes. Il m'est déjà arrivé de sortir avec mon groupe, les tireurs d'élite et un groupe qui faisait notre protec de fantassins. Comme il était aussi arrivé de sortir avec des opérateurs, des marins, des commandos marines, des commandos du CPA 10, du 13. Enfin, ça dépendait de la mission, ça dépendait ce qu'on allait faire. Mais la plupart du temps, nous, on était déployés en amont. On s'infiltrait, et après, on était en mesure de renseigner et d'appuyer avec du missile les unités qui étaient en bas de vallée, en fond de vallée ou en bas de vallée. Ok. Voilà. Ce qui impliquait que bon, bah, on arrivait avant, on partait après. Et bah, qu'on était un peu seul au monde, donc quand on était décelé, enfin, ça nous est déjà arrivé on subissait un peu parce que bah c'était compliqué quand l'ennemi commençait à essayer de s'imbriquer, etc. Compliqué de faire une demande de mortier ou les hélicos. Enfin, quand ça commençait à s'imbriquer, c'était un peu compliqué, mais bon, regarde aujourd'hui, je suis là. C'est- Donc ça s'est pas si mal passé que ça. Ouais, mais je te cache pas que quand on lit le livre, même en n'ayant aucune expérience militaire, on comprend bien que c'était quand même assez tendu, voire très très chaud à plus d'une occasion. D'ailleurs, bah, là, pour synthétiser un peu ce que tu viens de dire, dans le livre, je crois que tu le cites, une expression militaire qui dit qui tient le haut, tient le bas. Donc les Exactement. missions d'appui, finalement c'est ça quoi. C'était ce que tu dis, vous étiez en hauteur, les yeux et un peu les anges gardiens de tous ceux qui étaient en dessous dans les vallées. Tu disais un peu plus tôt que vous partiez parfois à pied, vous sortiez à pied de la FOB pour une journée ou plusieurs jours. Il y a une mission que tu racontes dans le livre. Alors il y a plusieurs choses qui sont hallucinantes et certaines assez drôles. Une mission qui a duré 7 jours. Ouais. Euh, et alors il y a deux choses. Je sais que tu en as déjà parlé sur d'autres interviews, mais que j'ai trouvé assez hallucinantes. La première, c'est que vous étiez plusieurs à vous trimballer 100 kilos de matos. Bah ouais, ouais, on partait en tout petit cortège et du coup il fallait se répartir un peu tout le poids de tout le matériel qu'on emportait, L'eau, la nourriture. l'eau, la nourriture, les munitions, les équipements de nuit pour tout ce qui était vision nocturne, etc. Qu'on devait mettre sur donc les Milans, ce qu'on utilisait. Ça, c'est beaucoup de poids. Tu dis qu'un Plus les missile, missiles. c'est une dizaine de kilos global. Ça dépend des missiles, si j'ai bien Ça, retenu, ça mais dépendait des missiles, ouais, c'est entre le plus léger, je crois que de mémoire, il fait 12,6 kg et le ah plus ouais. lourd, il doit faire 19 kilos. Oh, punaise. En Ok. fait, ça dépendait de la génération du missile et de la charge qu'il y avait à l'intérieur d'explosifs. Ouais.
Ok. Donc premier point déjà pour qui reflète un peu, je pense, la rusticité et le côté spartiate de ce genre de mission. Et le deuxième point que j'ai trouvé, bon, finalement, qui va dans le même sens, tu vois, ça montre aussi à quel point vous finalement, vous deviez un peu vous gérer vous-même avec les moyens du bord. C'est le ravitaillement qui est assez énorme, parce que tu dis qu'il s'est fait à dos de mulet. Exactement. Qui a un gars du coup qui vous ravitaillait un local, hein, du coup, si j'ai bien compris, qui vous ravitaillait Ouais, avec ses qui était mulets. payé, ouais. En fait, nous, sur cette mission-là, on était fond de vallée d'Alassaï. Et donc, au fond de la vallée d'Alassaï, la vallée se divisait en deux sous-vallées qui étaient Chpé et Hasanabat. Et donc, nous, on était sur un petit pitaf. Et, on, et en fait, c'était vraiment un sanctuaire. C'était les zones sanctuaires des talibans. Et donc, on s'est mis sur un petit pitaf on était une trentaine. Et on s'est mis en défense ferme en haut et on devait appuyer les unités qui devaient nettoyer la vallée en bas. Et, euh, et on était parti, on pouvait pas partir avec 7 jours de ravitaillement en bouffe et en eau, c'était pas Ouais, possible. Donc on est parti avec 1 ou 2 jours de mémoire de, de nourriture et d'eau. Et notre commandement, les hélicos pouvaient pas poser là où on était parce que c'était trop accidenté. Et c'était, je crois, trop dangereux pour eux parce qu'ils étaient à portée de tir direct avec la vallée de Chpé des talibans. Donc pour les hélicos, c'était trop compliqué. Donc voilà, système D, hein, ouais. comme on sait faire dans l'armée française. On a payé un villageois, enfin ils ont payé un villageois avec un âne et le villageois il montait les vivres tous les 2 jours. Excellent. Comme ça, vous pouviez regarder en mangeant le pain local les ravitaux américains de Burger King en hélico sur la Ouais. vallée d'en face. Pendant que nous on mangeait notre vieille ration de combat dégueulasse. Ah là là. Il y a des. Alors, je serais assez curieux que tu nous racontes un peu plus cette mission en détail, mais avant ça, juste une petite parenthèse. Est-ce que ça, typiquement, tu vois, ces deux anecdotes, le côté hyper spartiate, rustique, un peu débrouillard de l'armée française en opération extérieure, est-ce que ça, typiquement, c'est un truc que les gens qui, maintenant que tu es de retour dans la vie civile depuis quelque temps, que typiquement les gens comprennent pas ou conçoivent pas ou Ils en juste ont que, pas, ils en ouais, ont ils pas ont pas conscience. conscience. Ouais. Mais l'armée aujourd'hui enfin, elle n'essaye pas d'ailleurs, elle s'équipe vraiment de mieux en mieux. La logistique est top maintenant, mais quand même, on continue de cultiver euh, la manière de travailler dans la rusticité. On Hmm. est, euh, on est une armée rustique, quoi qu'on en dise. On- Et je pense que nos chefs continuent de vouloir avoir ce gène-là pour son armée, enfin pour ses armées. Et je trouve ça vraiment bien parce que les, je vais pas de la puterie, mais dans d'autres armées de d'autres pays, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est être rustique. Donc dès qu'ils perdent la Ouais. logistique, c'est terminé. Et nous, avec un couteau et avec un couteau, on peut te faire une cabane. Ouais. Ouais. On peut te creuser un trou de combat avec une cuillère. On s'en fiche. C'est, et c'est ce qu'il y a de bien parce que voilà, on s'adapte. Il y a une Ouais. expression à l'armée qui dit, elle n'existe pas dans le dictionnaire, mais elle mériterait d'exister, ça s'appelle adaptage. 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 Quand tu sais pas trop quoi faire, tu demandes à ton cadre et il dit adaptage. Donc, t'apprends rapidement à t'adapter. Énorme. Bon, pour revenir du coup sur cette mission, donc dans le livre, là encore une fois, tu le détailles bien, mais tu t'évoquais un tout petit peu plus tôt le fait que ce qui était parfois compliqué, c'est que les
les insurgés sur place essayaient de s'imbriquer entre les unités, c'est-à-dire qu'en gros, physiquement, ils essayaient de se placer au plus proche de différentes unités françaises ou alliées pour finalement vous puissiez plus vous appuyer les uns les autres. Sur cette mission, tu as utilisé un terme défense totale, je crois. En gros, Défense ça veut ferme. dire quoi? Défense? Défense ferme. Défense ferme. Donc ça Mm. veut dire quoi? C'est que en gros, vous devez pas bouger de votre position coûte que Voilà, coûte. on défend la position coûte que coûte, donc on met des stratégies, on met du matériel en place pour défendre la position. On se met en 360 degrés pour pouvoir voir partout. Et puis voilà. Ok. Et c'est en fait s'imbriquer, c'est la manière de faire la guerre n'a pas changé. Donc il y a des unités qui fixent un ennemi pendant que d'autres unités essaient de déborder par les flancs. Ça n'a pas changé, je pense, depuis depuis Napoléon. Je crois que c'est Napoléon qui avait mis ça en place. Et c'est toujours ce qui se fait aujourd'hui. On fixe un ennemi devant pour essayer de le contourner ou de passer par le flanc pour le neutraliser ou le détruire. Donc voilà, des fois, justement, les talibans essayaient de s'imbriquer entre les différents groupes, les différentes sections, etc. Bah déjà, donc ça réduisait en fait la bataille à très courte portée avec de l'armement léger, donc fusil d'assaut, etc. Et les hélicos, les avions de chasse, enfin tout Ouais, ce ils qui peuvent plus était intervenir. unité aérienne, exactement. Et, euh, et comment les mortiers ne pouvaient pas nous aider quand c'était comme ça. Il y a eu un moment, alors soit au cours de cette opération en particulier, mais bon, t'en évoques d'autres. Tu pourras peut-être nous parler de ton merveilleux Noël de 2011. Du coup, il y a eu des moments où tu t'es dit, ouais, là c'est chaud. Je sais pas ce que les quelques heures à venir vont donner. Tu vois, potentiellement j'y passe. Ouais, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Mm. On se dit, oh, ça là c'est tendu. Je vais rentrer dans une boîte, ça sent le sapin. Mais après, il y a aussi des très bons moments, hein, que j'ai passés. Ouais. Où rien que j'ai toujours été fasciné moi par les couchers et les levées de soleil. Donc en Afghanistan, on avait de magnifiques levées de soleil, couchers de soleil. Et tu vois, il y a d'autres choses qui sont aussi belles, hein, dans un pays qui est plutôt dangereux. En tout cas, j'imagine à l'époque pour un militaire français, tu ne devais pas non plus pouvoir faire du tourisme tranquillement sur ta Harley Davidson achetée à Bagram. Mais, Non, effectivement, hum, compliqué. mais tu fais bien en fait, ça allait faire partie de mes questions aussi pour la suite parce que il y a quand même un gros fil rouge aussi dans toutes tes expériences. Tu vis des expériences clairement traumatisantes qui sont pas normales pour un être humain de se faire tirer dessus, de voir des gars se faire dézinguer devant soi. Et en même temps, toutes les expériences, enfin, régulièrement dans le livre, tu expliques que tu lis des liens très forts, en fait, avec les gens qui sont autour de toi dans ces unités. Euh, Exactement. Ouais. le Noël, et j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose de tout bête, tu vois. Un peu plus tôt, je te demandais est-ce que les civils en France ont conscience de la rusticité, enfin, du type d'engagement que tu as vécu. Noël, c'est un peu un moment quand même symboliquement, voilà, on est un pays malgré tout avec un très fort héritage chrétien, donc Noël, ça parle à tout le monde, même si on peut de moins en moins dire Noël. Mais ton Noël 2011, est-ce que tu dirais que c'était un peu ça, finalement, un moment hyper fort avec les gens qui étaient autour de toi, parce que vous étiez dans une galère infâme et infernale? Bah, le Noël 2011, on était dans ça s'appelle une COP. Là, c'est plus une FOB, c'est une COP. Donc c'est 30 mètres par 30 mètres de bastion wall où on peut juste ranger les véhicules et des petites tentes pour pouvoir dormir. Donc là, c'est vraiment c'est une zone où on observe une partie de la vallée et c'est une zone pour aussi défendre un axe qui s'appelait l'axe Vermont, qui est un axe qui reliait, je crois, la Chine à l'Afghanistan. Donc et cet axe-là aussi, je crois, il y avait une autre partie de l'axe qui partait, enfin, à la ça reliait aussi le Pakistan. Donc c'était une porte d'entrée pour les talibans, cette vallée-là, enfin cette région-là. Donc on a passé, ouais, Noël dans 30 mètres sur 30 mètres, on était une trentaine. Euh, voilà, il y a des moments
Noël, c'était sympa. On a fêté avec les talibans en face. C'était cool. Ils nous ont fêté joyeux Noël. Voilà. À leur manière, avec des À beaux leur feux manière. d'artifice, ouais, rien que pour vous. Exactement. Ok. T'as toujours des liens du coup avec tes compagnons d'armes de l'époque aujourd'hui? Ouais, bah ouais, on a refait un groupe il y a pas longtemps là, petit groupe WhatsApp et là on va se faire un après les partiels là parce que c'est moi qui fais un peu le chiant en ce moment mais après les partiels on va sûrement se faire un petit week-end tous ensemble mais on garde contact. Enfin moi Trop bien. j'ai des copains bah quand je vais à Annecy ils me logent pour qu'on puisse aller au ski. Enfin je les ai souvent au téléphone. J'ai toujours gardé contact avec les mecs de mon groupe, hein. Excellent. En même temps, les gars de mon groupe, c'est pas. Enfin, en fait, quand j'ai fait mes classes, donc j'ai fait mes classes en régiment, j'ai pas été dans un CFIM, ça s'appelle. C'était vraiment les classes à l'ancienne. Et en fait, c'est une section qui incorpore. Donc, en fait, on fait une incorporation pour le régiment d'abord, mais aussi pour une section en particulier. Et moi, j'étais incorporé pour une section appui. Donc, une section appui, il y avait à l'époque, dans mon bataillon, il y avait les Milans, les mortiers, et après il y a aussi eu les tireurs d'élite qui nous ont rejoints. Voilà. Donc j'ai incorporé pour cette section et en fait les les camarades avec qui j'ai fait mes classes, bah c'était les camarades avec qui j'avais travaillé pendant X années si je changeais pas de section parce que je faisais pas les tests GCM ou je faisais pas des tests pour aller dans une autre unité ou parce que voilà. Mais c'est des gens avec qui j'ai bossé de mon premier jour d'engagement jusqu'à quasiment mon dernier jour de contrat au 27. Donc on avait une forte cohésion, on avait déjà souffert Ouais. ensemble pendant nos classes. On avait commencé les classes à une quarantaine, on avait fini à une dizaine. Euh, on avait souffert ensemble, on se connaissait tous très très bien, on connaissait les défauts des uns, les qualités des autres. Ouais, la cohésion était énorme dans ma section, et puis même dans toutes les autres sections, hein, d'ailleurs, en tout cas de ma compagnie, c'était grosse cohésion, même entre sections, grosse cohésion. C'est pour clôturer du coup sur cette expérience à l'armée. C'est quoi toi les meilleurs souvenirs que t'en gardes? Alors t'as parlé des couchers, des levées de soleil sur les montagnes afghanes. Ouais. Ça j'avoue déjà c'est tout bête, mais il y a pas quand même pas grand monde en dehors du cercle militaire qui, en tout cas dans les dernières décennies, a pu avoir la chance de poser ses yeux là-dessus. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses toi qui t'a particulièrement marqué en En bien? bien, Ouais, en en bien, ouais. bien, voilà, bah, si je vais résumer bah, la fraternité que j'ai et que j'ai eue avec mes camarades. Ce qui m'a frappé aussi en bien, c'est que, et ça je l'ai tout le temps dit, l'armée a ses qualités, a ses défauts. Des fois, bah, quand on est sous contrat, on voit que les défauts, mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que quand on arrive en tant que jeune adulte, 18 ans, 19 ans, même il y en a, ils s'engageaient à 17 ans, dans l'armée, l'armée finit notre éducation, c'est-à-dire qu'elle nous apprend des Mhm. traditions, des valeurs, euh, apprendre à bien se tenir, à bien se comporter en société, respecter la parole donnée, être à l'heure, faire bien un travail, parce que sinon on doit le recommencer, et sinon on est puni. Ça nous apprend, enfin ça, ça, ça finit notre éducation de jeune homme ou de jeune femme, je pense. Le fait de faire un contrat à l'armée, et ça j'en garde un bon souvenir parce que ça m'a aussi euh, je pense que ça a participé à être ce que je suis aujourd'hui. Mhm. Je pense quelqu'un de loyal, quelqu'un de carré, et qui aime le travail bien fait. Voilà, j'ai mes défauts, mes démons comme tout le monde, mais en tout cas là-dessus, c'est l'armée qui m'a apporté tout ça.
C'est hyper intéressant. Je m'étais pas noté, tu vois, ce type de questions, mais du coup, je saute sur l'occasion. Comment est-ce que tu intègres ça dans ton éducation pour tes deux enfants qui, je crois, sont en bas âge encore, hein? Ouais, ouais, mes enfants, ils sont tout petits. Le fait Tu vois, cette de res- discipline, la rigueur, ouais, finalement de les responsabiliser. Alors, peut-être qu'ils sont encore trop petits, je sais pas, mais je suis curieux, tu vois, parce que si c'est ça ouais, que tu as retenu, je me demande comment ça. mon grand, j'essaie de responsabilité de le responsabiliser à fond, malgré des fois il y a des petites anicroches avec la maman d'ailleurs. Euh, Après, moi, je suis un papa poule, hein, en vrai. Mais oui, quand il faut être rigoureux sur quelque chose, j'explique à mon fils, enfin les tenants et les aboutissants de pourquoi il faut se comporter comme ça, Mhm. pourquoi quand on dit quelque chose il faut le faire, pourquoi il faut être gentil dans la vie, pourquoi voilà, enfin, pour qu'il parte du bon pied, on va dire, avec Ouais. le pied à l'étrier et le bon étrier. Mais après bon voilà, c'est compliqué avec des enfants qui ont 3, 4, 5 ans. Oui. Leur faire comprendre les choses encore à cet âge-là, ils n'ont pas conscience, mais en tout cas, voilà, on essaye j'essaie de transmettre certaines valeurs que moi j'ai reçues. Ouais. Il y a plein de points communs avec le code moral du judo, je trouve, dans tout ce que tu as évoqué. Exactement, Euh, bah, le judo, hein, pareil, hein, c'est une grosse partie de ma vie. J'ai commencé à 6 ans, j'en ai toujours fait. J'ai goûté un peu au niveau avec les premières divisions équipes, les premières divisions en indiv. Voilà, j'ai pareil, hein, quand on est dans une équipe de judo, dans un club de haut niveau, moi je suis passé par Poissy, je suis passé par Blanc-Mesnil, par Argenteuil. Pareil, l'équipe, surtout à Poissy, c'était une bande de copains, on souffrait ensemble à l'entraînement, on faisait les stages ensemble, enfin on partait en stage ensemble en Allemagne, en montagne, Ah, etc. les stages en Avant, Allemagne. à Cologne, un stage et du coup, voilà, ça, ça s'apparentait un petit peu à ce que j'ai aussi vécu à l'armée. J'ai toujours, avec le judo, appris à vivre un peu en groupe, donc Ouais. c'est un peu pareil. T'étais, J'ai retrouvé ça à l'armée aussi, et c'était assez cool. t'étais quel caté en judo? J'ai été moins de 100, Ah ouais, moins de 100. Ok, ok, ok. ouais, Ok. Y et compris en. plus de 90 pour les équipes et moins de Ouais, 100. ok. Ok, ok. Et cadet, t'étais quoi? T'étais en plus de 90 du coup? En Tu te rappelles? cadet, non, en cadet, j'étais en moins de 81. Ah, t'es en moins de 80. Ok, Ouais, ok. Ok. Bah, on se sera croisés alors. J'étais en moins de 90. Gros régime permanent, mais moins de 90 quand même jusqu'à ouais, début de junior. ok. Hmm. T'es quelle génération judo? Moi, je suis 90. Ok, 90. donc t'es la génération juste après moi. Bon, je suis à la Ouais. génération Riner, Pietri. Bah ouais, mais moi, Pietri, c'est pareil. J'ai fait mes premiers championnats de France avec lui. On était dans le même train parce que le pôle France de Nice et de Marseille montaient ensemble. Donc Ah, ok, ouais. ouais, je me revois encore dans le taxi avec son père sur le retour des premiers championnats de France. Je crois qu'il avait fait troisième ou pas de podium, je sais plus. Moi, j'avais perdu en finale. Mais ouais, du coup, une génération en dessous de Teddy. Mais ça se trouve, on s'est croisés à Oulgat ou tu vois sur des stages comme ça Ou où le il y avait GAD, un j'ai peu tout le jamais monde. voulu le faire, Ah mais ouais? ouais, Ok. sur des labels, sûrement, sur des labels ou peut-être sur les premières divs. Ouais. Marrant. Incroyable. On est du coup, si on revient sur l'armée, donc tu décides de mettre un terme à ton contrat. Si tu peux nous faire un petit récap au bout de combien de temps? Bah, ça a été scindé, du coup, donc j'ai fait un premier contrat de 5 ans. Ouais. Et ensuite, j'y suis retourné quand j'étais en dispo de police un certain temps. Ok. Tu as eu du coup entre ces deux expériences, donc il y a eu la police. Encore une fois, t'es pas, enfin, il y a eu tellement d'étapes intermédiaires. T'as repassé des sélections. Donc 2012, c'était le premier RPIMA, hein, c'est ça?
Ouais, et le CIRP aussi. Et le J'avais CIRP, ok. pas eu. Le Ok. CRP, je l'avais pas eu à cette époque-là. Il y a aussi eu un événement tragique dont tu parles dans le livre. T'es Moi, je suis l'aîné de la fratrie. l'aîné d'une fratrie où vous êtes trois frères. Vous étiez trois frères. Exact. Ouais. Et ton petit frère Joseph, du coup, tu expliques dans le livre qu'il décède dans un accident de la route en 2012. 2012. Ouais. Alors, du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est euh, et je fais gaffe toujours parce que je veux pas que ça paraisse comme étant des questions un peu voyeuristes, etc. Tu vois, mais tu expliques dans le livre que ça a eu forcément un impact énormissime sur ta vie et notamment dans tes choix que tu as fait à ce moment-là. Ouais, Euh, exactement. comment, au-delà des choix que tu as dû faire, parce que tu as finalement décidé de prendre une orientation de carrière différente de celle sur laquelle tu t'étais engagé, voilà, t'avais, de ce que j'ai compris en te lisant, peut-être perdu un peu la flamme à ce moment-là. Comment est-ce que ça, maintenant, avec 10, 13 ans de recul, tu dirais, est-ce que t'as réussi à tourner la page et qu'on se remet de la perte d'un petit frère? Et je te Ouais. demande parce que moi j'ai beaucoup de petites sœurs, donc ça Ouais, me ouais, terrorise un peu toujours ces scénarios. on se, bon, on apprend quoi, quand on perd un proche, hein, on apprend à vivre avec, enfin sans, mais dans le cœur, on va dire. C'était un peu cata et cataclysmique pour moi parce que bon bah il est décédé euh, quelques mois après être rentré d'Afghanistan. Il y avait voilà, c'est toujours ça reste quand même une mort violente, hein, donc on s'y attend pas, hein, c'est pas ça vient pas d'une longue maladie où on peut s'y préparer gentiment. Ouais. Donc c'est toujours cata. Puis au début, j'ai été très très bien soutenu par l'armée qui qui a très bien géré le début. Ensuite, le problème, et c'est ce qui m'a fait aussi quitter derrière, c'est la gestion de l'après, parce que bon, il y avait, ça a été quand même, comment dire, j'ai eu du mal à gérer les mois qu'on suivi, et j'étais en fin de contrat du coup. Donc, il y avait cette partie de moi, en plus, bah, le bataillon était en alerte guépard, ça ouvrait le Mali, donc potentiellement, enfin, ma compagnie, on devait partir au Mali avec l'alerte qui avait été faite. Donc c'était soit bah je me réengage et bah, je pars pour le premier PIMA, ou je pars au Mali, ou soit je quitte. Et en fait, j'ai été, euh, j'ai été, comment dire, la disparition m'a trop impacté, J'ai commencé à faire nimp. Je me suis fait des fractures de fatigue parce que je faisais énormément de sport en fait, je palliais la tristesse par quelque chose. Donc voilà, beaucoup beaucoup de sport, fractures. Donc et après, j'ai été mal managé par un chef de section qui a fait que j'ai voulu me rapprocher des miens et que j'ai pas voulu me réengager. Euh, donc voilà, j'ai quitté, et puis bah j'avais passé les concours police et gendarmerie, et du coup ça c'est ce qui a fait que je suis parti dans la police derrière. La police, alors t'en parles, tu finis dans les 5 premiers, si je me trompe pas, parce que Ouais, t'as été tellement de fois major de promo dans tes différents tests, examens, etc., que on finit par s'y perdre, mais très souvent, tu le disais, soit major, soit dans les tout premiers. Et on te propose du coup, donc c'est un système d'affectation au mérite en fait, hein, c'est les plus méritants, ceux qui réussissent le mieux aux examens, qui choisissent où ils vont globalement au moment des affectations. Et toi, apparemment à la surprise générale,
t'annonce Seine-Saint-Denis. Ouais, Euh, exactement. et apparemment, la personne qui gérait les affectations en live, du coup, parce que tout le monde est dans une salle, hein, c'est ça, hein, tu vois en fait les Ouais, places défiler. on voit les places défiler et toutes les écoles sont reliées par en communication et chaque élève qui arrive à son classement, et ben, il choisit son poste, mais ça peut être un élève enfin, de Wassel, comme ça peut être un élève de Nîmes, comme ça peut être un élève de Périgueux, etc. Et donc là, en live, la personne qui supervise, on va dire, ce système d'affectation, essaie de te dire, mais vous pourriez aller n'importe où, là, vous êtes sûr de ce que vous faites? Ah, exactement. Ouais, sur le papier, il y avait des postes qui étaient plus intéressants, mais que non, moi je voulais absolument aller à Saint-Denis 93 Et et c'était quoi le courir derrière drive, les tu vois? voleurs. Ouais, c'était l'action, L'action, ouais. ouais. Mais pour rebondir sur tout ce qui est, je dirais pas l'excellence, mais de vouloir performer toujours l'esprit de compétition, je pense que il y a aussi ça vient aussi du judo, hein, en tant que compétiteur. Et bon, il y a mon enfance qui a fait aussi beaucoup, mais l'armée aussi. L'armée, on part en stage, et ben en stage, quand on termine dans les premiers, ben on est pas assuré, mais on va repartir dans des stages qui seront encore plus intéressants, où on fait un stage et pour avoir un grade plus tard, et ben les premiers passeront avant les derniers, etc., etc. Donc Mhm. c'est ça m'a un peu formé à ça. Cet esprit de compète qui est sain, de vouloir être le meilleur pour bah voilà pour avoir la satisfaction déjà satisfaction du travail bien fait et puis potentiellement pouvoir aller plus loin derrière et et puis en fait je me suis toujours défini comme un prouveur. J'ai besoin de prouver que à moi-même et même parfois aux autres que j'ai ma place, que je suis meilleur, que voilà, ça peut être sain ou malsain, mais pour certains, mais voilà, je me définis comme ça, c'est un peu mon mode de fonctionnement. Et voilà, aujourd'hui, bah, je pars dans une nouvelle formation, par exemple, et bon, aujourd'hui, je fais pas trop attention au classement dans la promo, mais je sais que l'objectif au concours de la sixième année pour ça s'appelle les EDN pour le classement et pour la spécialité, bah je vais vouloir faire un top 50. Donc je vais bosser pour faire le top 50. Énorme. Et là, d'ailleurs, t'es en deuxième, troisième année? Là, à 3. Troisième. Ok. Ouais, Ok. Donc 2028, c'est l'année. C'est l'année du top 50. exactement. Excellent. Donc la police, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais finalement, en vrai, tu vois, tu disais un peu plus tôt que l'armée t'avait apporté plein de belles valeurs, etc. Mais bon, même s'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas bien dans l'armée, comme partout, mais que là-dessus, clairement, enfin, toi, c'est ce que t'en as retiré. Et bah, enfin, est-ce que, alors, on va pas, encore une fois, je veux pas faire le philosophe de bas niveau, mais finalement, ça devrait être ça partout. Tu vois, la méritocratie, le fait de devenir une meilleure version de soi-même, c'est bien pour soi, pour son estime de soi, pour le collectif, parce que bah, si chacun est un peu meilleur que la veille, bah, au final, on gagne Ouais, tous encore plus. Donc, c'est intéressant ce que tu partages sur. exactement. Bah ça c'est quand même cultivé. Alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je pense que ça reste de culture dans nos armées, la méritocratie. Mhm. Euh, t'es un bon petit jeune, bah on va te donner toutes tes chances pour prendre un grade, voire même passer de militaire du rang à sous-off, moi même de militaire du rang à officier, etc. On va te donner tes chances. La pyramide, on peut la grimper assez rapidement. T'es une petite crevure, bah tu resteras là où t'es et on te poussera vers la sortie Ouais. et tu sortiras par la petite porte. Voilà, c'est l'armée reste quand même comme ça et je pense c'est un bon système. Et c'est pas le système que j'ai retrouvé dans la police, par exemple. Ouais, c'est vrai que tu en parles de ça dans le livre, notamment de la fraternité, la connexion entre les gens, que la police, c'est finalement, ton expérience en tout cas, c'était les gens, on arrive au boulot, on fait le boulot et on repart, on rentre chez soi. Il n'y a pas le simple fait, par exemple, à l'inverse de l'armée, de pas dormir sur le même lieu, de partager des moments extra, on va dire, en dehors des activités de la journée. De ce que tu disais, toi, tu as vraiment vu une différence.
J'ai vu une différence globalement dans la police. Après, je peux pas dire que ça c'est partout pareil. Je Mhm. passe dans une unité qui s'appelait le GSO, qui était le GSO 75, dans laquelle je suis resté quand même un certain temps, où mes collègues étaient mes copains. Il y avait une grosse cohésion, c'était un groupe, donc on fonctionnait en groupe, on ne fonctionnait pas individuellement. Euh, il y avait des chefs de groupe, il y avait des chefs d'équipe, voilà, des opérateurs. Et donc voilà, ça, je l'ai retrouvé comme à l'armée, quand on avait une lettre de félicitation ou c'est une médaille, bah, tous les copains étaient contents pour celui qui recevait la distinction. Quand voilà, enfin, il n'y avait pas de jalousie, etc. Mhm. Néanmoins, dans les autres unités dans lesquelles je suis passé, que ce soit donc les unités de voie publique, enfin, et encore, je vais même faire une aparté parce que je passais dans la brigade sécurisation de quartier, il y avait aussi cette mentalité-là de cohésion énorme c'était la BSQ-ISD. Et c'est la brigade sécurisation de quartier, enfin, ou soutien de quartier de l'île Saint-Denis et de la gare de Saint-Denis. Il y avait grosse cohésion, c'était génial, c'était aussi les copains. Mais je passe dans d'autres unités où c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Où quand l'un avait une distinction ou lettre de félicitation, bah, l'autre ne comprenait pas pourquoi il ne l'avait pas aussi. Ouais, ouais. Et si ça pouvait te marcher sur la gueule pour arriver à ses fins, ça le faisait, mais volontiers et avec le sourire. Ok. Donc voilà, je me suis pas retrouvé là-dedans. D'ailleurs, j'ai fui Saint-Denis, le commissariat à cause de ça, le plus rapidement possible, parce qu'il y avait quand même pas mal d'éléments à Saint-Denis qui étaient plutôt euh, qui nécrosaient un peu l'ambiance. Ouais, bah, vu ce que tu décris, j'imagine que ça donne pas forcément envie de rester, surtout si avant tu as connu un contexte, tu vois, où les gens étaient extrêmement fraternels, soudés, et plutôt de ce que tu dis à l'armée, en tout cas, de ce que tu as vécu en tout cas, il y avait de l'exigence, mais de l'exigence bienveillante, j'ai Exactement. l'impression. Ouais. Ouais, ouais, et ça, je l'ai connu d'ailleurs après l'ouverture du feu à Saint-Denis. Au début, voilà, tu fais le job. J'attendais pas spécialement de reconnaissance plus qu'un autre qui était sur l'intervention. Néanmoins, voilà, et d'ailleurs, j'ai toujours fait passer, enfin, je me suis jamais tiré la couverture parce que je déteste ça. Donc, à chaque fois on ramenait cette intervention à moi, je soulignais bien aussi que j'étais pas seul et que il y avait aussi d'autres fonctionnaires ce jour-là et qui avaient été là et qui heureusement avaient été là. D'ailleurs, c'était un travail en synergie. Mais bah, tu vois, malgré ça, bah, derrière les comment les chefs à l'époque bah, ont décidé pour les remises de récompense de classer de celui qui avait le plus fait à celui qui avait le moins fait. Et bah, enfin, je parle pour ma part, hein, tu passes d'une personne, on va dire, on disait de moi au début que j'étais un héros, puis après tu passes un blaireau, quoi, un zéro. Tu vois, parce que pourquoi lui il a plus que moi, pourquoi machin, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ouais. C'est, enfin, moi, je dis pas que j'en ai souffert, mais ça m'a quand même agacé. Ouais, je comprends. Bah, disons que c'est pas forcément une émulation hyper positive, quoi. Je peux comprendre que ça tire pas forcément le collectif vers le haut, si c'est ça que tu retrouves partout. Mais tu viens d'évoquer, là, du coup, hyper rapidement, une intervention que tu décris vraiment en détail dans le livre.
Alors, j'avais pas prévu de faire non plus un trop gros arrêt sur image là-dessus, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans d'autres médias, notamment, je crois, sur Ouais, Légende, où tu en parles énormément. Puis, voilà, je pense que tu dois en avoir un peu ras-le-bol aussi de tout le temps raconter les mêmes choses. Mais si je synthétise, et s'il te plaît, tu me dis si j'oublie des éléments importants, mais seulement un mois après être devenu policier, donc un peu le rebelote de ce que tu avais vécu à l'armée. Tu viens à peine d'arriver dans un nouveau contexte. Voilà, t'es gardien de la paix, police secours, et tu te retrouves comme à l'armée avec ton copain légionnaire, et après toutes ces missions où c'est devenu un peu chaud, tout de suite confronté au feu. Tu te retrouves, c'est une espèce de course-poursuite suite à un braquage, où tu te retrouves face à un braqueur fiché S qui met 2 balles dans la tête de ton collègue Yann, si je me souviens bien. c'est Tu te ça. retrouves face à lui, tu fais usage de ton arme. Il se trouve que ce braqueur fiché S finira par décéder peu de temps après. Et immédiatement, tu prodigues les premiers soins, alors à ton collègue évidemment, mais si j'ai bonne mémoire, à lui aussi. Et ton collègue, alors ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore trop parlé, mais et je sais pas si toi tu considères que tu lui as sauvé la vie, mais en tout cas tu lui prodigues des premiers soins, et ces premiers soins ils sont possibles, de par ton expérience dans l'armée, où tu t'étais formé sur ce sujet, et deux, par le fait que tu avais décidé, bah, toi, de t'équiper à titre perso de ta petite trousse de premiers soins dans ton véhicule de patrouille, et qui du coup t'a bien servi ce jour-là. Et si j'ai bien retenu ce que tu écris dans ton livre, qui depuis est globalement utilisé par plein d'unités de police, comme Exactement. un cas d'école où voilà, il faut que les gens soient formés, équipés et prêts à intervenir. Exactement. En fait, alors pour revenir, alors, il y a pas, c'est pas je, c'est comme je le disais 5 minutes avant, c'est on, parce que Ouais. c'est un travail vraiment. Voilà, on était beaucoup d'intervenants sur cette intervention-là. Donc effectivement, on a fait les premiers soins à Yann. Néanmoins, j'étais seul. Il y avait du taf sur Yann, donc seul, je pouvais pas tout faire. J'avais pas 8 bras. Donc heureusement que j'étais accompagné de 2 collègues sur Yann quand j'ai commencé à le médiquer. Euh, Parce que concrètement, il était encore conscient, enfin complètement ouais, à demi demi-conscient. conscient. Ouais, j'aurais dit, il était, si on parle en Glasgow, il devait être un Glasgow 5, 6, 7. Alors, c'était assez compliqué. C'est quoi un Euh, Glasgow? c'est l'état de conscience voilà, c'est un état un peu neuro, si je dois simplifier un peu les choses d'une personne qui est à médicaliser. Ok, donc c'est quoi? C'est une échelle de 0 à 10, et à 10, C'est t'es une inconscient, échelle, c'est ça? non, c'est une échelle, on peut pas être à zéro. Zéro, on est mort. Ah C'est d'accord, ok. 3 à 15. Ok. Et voilà, il avait un Glasgow qui était quand même préoccupant. Donc toi et moi, là, Et pardon, hein, juste on est pour 15. là, On est actuellement, nous, 15. on est à 15. Ok, Nous, on est à 15. Ouais. d'accord, 3, c'est que tu réagis à rien. Quasiment, tu es dans le coma. d'accord, ok. Euh, donc voilà, et préoccupant. Il y avait du travail à faire sur lui. Bon, et heureusement que j'étais pas seul hein, là-dessus. Et c'est un travail d'équipe. Hein, après, aujourd'hui, bon bah effectivement, c'est moi qui en parle. Les autres sont restés dans la police. Et puis bon, avec le livre, etc. J'ai été un peu mis en avant là-dessus, mais Ouais, voilà, je tiens à remettre un peu ouais. le l'église au milieu du village, le clocher au milieu du village, en disant que voilà, j'étais pas seul. Pareil sur l'intervention pour avoir neutralisé le braqueur, voilà, c'est un travail d'équipe. Après, Ouais. c'est, j'ai pas envie de me tirer la couverture à ça. On était plusieurs, on a fait le taf, on a bien fait, tant mieux. Il y a pas, au final, personne de notre côté est décédé. Donc Ce c'est qui est un cool. miracle, non, pour Yann. Enfin, je suis pas du tout un expert médical ni militaire, mais Les étoiles se sont bien alignées pour Yann que 2 balles dans la parce tête. que ouais, il a pris donc ouais plusieurs projectiles et en plus bah ce jour-là le médecin des pompiers qui était un des Ah oui, médecins c'est vrai. du
de la, de De la la BRI, hein, BRIPP, ouais. ouais, qui est venu le médicaliser. Bon, bah, hélas, c'est le médecin, on a entendu parler il y a pas longtemps qui s'est donné la mort, c'était Franck Calamet. Et bah, Franck a aussi beaucoup œuvré pour que Yann reste en vie jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Et bah, au final, c'est voilà, c'est pareil, toujours un travail d'équipe. Euh, Nous en primo-intervenant, puis après l'équipe des pompiers de Paris avec le médecin des pompiers de Paris qui l'a maintenu, et puis après ben le travail à l'hôpital avec le neurochirurgien, etc. Est-ce que maintenant que tu es dans on va dire un peu plus au fait, médicalement parlant, tu vois, j'imagine que tu as beaucoup gagné en savoir, en connaissances, etc., en 3 ans, même si tu te concentres plutôt sur de la podologie, hein, si je me trompe pas. Non, 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 le podologie, ça y est, je suis podologue, je suis Ah, t'es pédico-podologue. podologue, ok. Non, là, je suis en médecine. Ok, d'accord. Voilà, Ok. Ah, podologue, d'ailleurs, ok, d'accord. ouais, c'est paramédical. Là, je m'oriente plus, bah, si je peux, hein, ça dépend de mon classement, mais j'aimerais bien m'orienter sur une spécialité de chirurgie, donc, ou Ok, ouais. anesthésie Donc, réanimation. ok. Ok, ouais. Désolé pour la confusion. Mais du coup, Pas de souci. est-ce que maintenant, aujourd'hui, que tu vois, t'engranges ces connaissances médicales qui, je suppose, sont quand même beaucoup plus pointues que ce que tu avais fait à l'armée, est-ce que cette situation, tu vois, tout ce qui s'est passé ce jour-là, les gestes que tu as effectués, enfin que vous avez effectués, pardon, la manière dont Yann a récupéré, parce que dans ton livre, il y a une photo d'Yann. Alors, euh, voilà, c'est une photo dans un livre qui est pas une photo pleine page, mais de ce qu'on voit sur la photo, on le croise dans la rue. Enfin, moi qui n'y connais rien, tu te doutes pas que ce gars a pris 2 balles dans la tête. Donc, est-ce que ça te paraît encore plus exceptionnel ce que tu viens de raconter maintenant que tu t'es plus sachant ou pas forcément? Clairement, ouais. Clairement, Yann a eu beaucoup, beaucoup de chance. Yann avait une bonne étoile au-dessus de lui. C'était, euh, c'était le jour s'il avait pu finir la journée en Glasgow 15, où il fallait jouer au loto. Mais Ouais, c'est c'est ça. peut-être pas possible. C'est ça, ouais. En Ouais. gros, non, Yann a eu beaucoup de chance. Il en est conscient, il le sait. Euh, enfin, puis on lui a dit, hein, les médecins lui ont dit que il a eu de la chance. Bon, après, il y a eu aussi sa condition physique qui a fait qu'il tienne le coup, hein, parce que Yann, même encore aujourd'hui, il a quand même des invalidités, un handicap. Aujourd'hui, continue de faire beaucoup de sport. Je l'ai revu là, il y a quelques semaines. Il est athlétique. Donc voilà, c'est sa condition aussi physique qui a fait Ouais. qu'il a pu survivre à tout ça. Écoute, tu me fais une transition parfaite sur le sport. Le sport, toi, bon, très clairement, tu me disais que tu as commencé le judo jeune, que ça a contribué à forger d'abord le jeune homme que tu étais, puis sans doute à t'inculquer des valeurs que tu as retrouvées dans l'armée. Bref, c'est clairement une partie importante de ta personnalité. À quel moment, quelle place a aujourd'hui le judo, le sport en général, et à quel moment est-ce que le MMA en particulier a commencé à faire son arrivée pour toi? Le judo aujourd'hui, il a juste une place le mercredi après-midi quand j'emmène mon petit au judo. Ok. Bizarrement, il y a eu un moment où au judo, j'arrivais plus à mettre le kimono, j'avais plus envie de faire de régime. C'était devenu, enfin, bon, t'as connu, hein, une semaine sur deux être en régime pour aller à un label ou pour aller aux premières dives ou pour aller, je sais pas moi, sur une compétition internationale. Voilà, j'en pouvais plus. Je m'entraînais X heures par semaine pour gagner des clopinettes, pareil, ça c'était plus possible. Donc le judo aujourd'hui, moi, j'ai envie que mon fils en fasse. Il s'éclate en faisant. Le jour où il me dit je veux arrêter, il arrête. Ok. Et après, bon après, voilà, j'ai toujours été j'adore les arts martiaux. C'est vraiment des sports où, enfin, la plupart des sports, des arts martiaux, on peut pas se cacher. Oui. Donc c'est des sports voilà, où on s'affronte et c'est le meilleur qui gagne. Il n'y a pas le plus stratège, le plus fort, qui va gagner. Donc ça m'a toujours plu.
ce côté martial. Euh, j'ai, j'ai toujours aussi beaucoup aimé la boxe, surtout la boxe anglaise. Euh, après, bah, bizarrement, comme je faisais beaucoup de... Alors j'ai arrêté le judo, certes, mais je faisais beaucoup de sol, beaucoup de grappling et de jiu-jitsu brésilien, mais pas en kimono, sans kimono, ça s'appelle en nogi. Bah, c'est vraiment un domaine dans lequel j'aimais, j'aimais pratiquer ce sport-là et puis j'adore la boxe. J'ai glissé gentiment vers le MMA. J'ai commencé à m'entraîner en MMA. Après, on avait un groupe d'amis en commun dont il y avait Benoît Saint-Denis qui faisait partie de ce groupe d'amis. Et puis, bah, comme je l'explique, pendant le Covid, j'ai cherché un peu une salle de sport pour m'entraîner, enfin un club qui était ouvert pour les pros pour aller s'entraîner. Et puis, bah, Benoît il m'a dit, bah, vas-y, viens, rejoins-nous. Et j'ai rejoint un peu la marche avec Benoît. Et puis, bah, c'est ce qui a forgé un peu notre amitié en plus. Bah, Benoît, à l'époque, il combattait, il commençait à combattre au Brave, Ok. l'organisation de Bahreïn. Et puis voilà, petit à petit, voilà, j'ai continué à m'entraîner. Je suis content d'aller à l'entraînement. Bah, après, on a changé tous les deux d'entraîneur, de club. On s'est retrouvés pendant l'année dernière pendant un moment. Puis bah lui, il a suivi l'entraîneur lequel on avait qui est parti de mon club là que j'ai en ce moment. Et puis bah moi, je suis resté dans le club au Mamoudy Gym. Lui, il est parti avec Nicolas Haute, Nicolas Haute en Ouais. fait avant était au Mamoudy Gym. Et puis voilà. Mais on est toujours bons copains, bons amis. C'est quelqu'un prendre de nouvelles souvent. Bah, quand il prépare un combat et qu'il est sur Paris, on mange ensemble. Enfin, on a un groupe d'amis, donc on essaie de se voir tous ensemble. Je sais que si Benoît, il sait que s'il a besoin de moi, je serai là, et je sais que quand j'ai besoin de Benoît, je sais qu'il sera là. Ouais. C'est c'est euh, c'est fou parce qu'en fait, du coup, à force d'interviewer, tu vois, des anciens militaires et certains sont connus publiquement. En fait, j'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, mais vous êtes un peu, j'ai l'impression que c'est une bande de copains il y a pas tant de copains que ça dans la bande. Enfin, vous vous connaissez tous un peu quand même, tu vois. Benoît Saint-Denis, ton livre, t'as une préface de Benoît Saint-Denis, mais t'as aussi un hommage de Alex Francesaes, qui est aussi méga connu. Et en fait, sur les photos, je me rends compte, je me dis, attends, mais c'est Guillaume Malcani, ça. Ah, mais c'est Louis, mais tu vois, enfin, finalement, vous vous connaissez tous, quoi. Le, Ce monde est très petit. Enfin, Ouais, alors, le cercle d'amis, Alex fait partie de ce cercle d'amis que je citais avant, hein. Et puis le monde un peu des unités spécialisées est très petit. Tu vois, le jour où il y a un mytho, ça se sait assez ouais, rapidement. voilà, c'est l'avantage. Euh, c'est compliqué de mentir trop longtemps, tu vois. Euh, ensuite, euh, ensuite, ouais, bah oui, tout le monde se connaît plus ou moins. Donc quand tu me parles de quelqu'un, oui, forcément, je vais. Bah, tout à l'heure, tu me parlais de Teddy, oui, je sais qui c'est, on a déjà communiqué ensemble, on a des amis en commun, enfin, on a des copains en commun. Euh, ouais, c'est un petit monde tout ça. Bah, après, bon, l'armée est grande hein, quand même, mais Oui, trouve mais toujours quelqu'un qui te connaît, quelqu'un que ouais. tu connais. Ouais. Tu vois, c'est toujours. Tu croises quelqu'un de tel régiment, tu vas te dire, ah tiens, j'étais en stage avec un tel, tu l'as pas déjà vu? Ah si, si, je le connais, il est à un telle compagnie, machin. Ouais, c'est assez drôle. La grande famille. Ouais, ouais, en vrai, c'est une grande famille. Bon, Ouais. bah, on s'entend tous plus ou moins bien, puis tu sais, on a tous nos tontons alcooliques un peu relous, mais tu vois, tout le monde se connaît plus ou moins, on va dire, ouais. Ouais, énorme. Puisqu'on parle d'amis et de famille, alors j'ai pas orienté mes questions sur des sujets sérieux ou tu vois des expériences négatives, mais dans ton livre, il se trouve que tu en évoques quand même. Enfin, j'ai quand même l'impression que t'es passé par pas mal d'épreuves dans la vie et qui t'ont forgé. T'évoques tes syndromes de stress post-traumatique.
J'enchaîne là-dessus parce que tu viens d'évoquer notamment Benoît et Alex, et dans le livre tu expliques que c'est sans doute eux et ta famille qui ont contribué à te sauver. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quel moment ces symptômes sont apparus et comment est-ce que, quels ont été globalement, comment est-ce que ça a changé ta vie avant que tu t'en tires par le haut? C'était quoi les impacts? À quoi ressemblaient tes journées? Comment ça se manifestait? En gros, les symptômes, ils ont commencé à apparaître, on va dire, en fin d'année 2020. Ça, c'était pas. Bon, c'était un peu. Comment dire. Chiant, on va dire, au quotidien, mais ça se gérait plutôt pas trop mal. Voilà, c'était plutôt des petits flashs, des petites pensées intrusives, des cauchemars, mais bon, c'était pas très bruyant. Euh, et là, du coup, j'ai commencé à consulter un psychologue dans mon coin, sans spécialement parler à quiconque. Donc, tu as eu la Euh, lucidité à ce moment-là de te dire je vais pas bien, il faut ouais, que. bah moi Ouais, j'ai pas de problème tu vois, à dire bah ça va pas, bah je vais voir un ouais, professionnel de santé en fait qui est ouais. spécialisé dans mes maux, tu vois. Enfin, donc j'ai pas de problème avec ça, donc j'y suis allé, j'ai fait des séances, bon, ça se majorait pas, donc je me disais tant mieux, j'ai arrêté un petit peu. Et puis j'avais quand même de plus en plus de mal à cause de ça aussi, je pense, de retourner enfin d'aller au service, en fait, d'aller dans la police. Donc j'ai décidé et pourtant j'étais dans une très très bonne unité spécialisée, j'étais dans un service de renseignement, un truc un peu élitiste, donc de la police. Donc voilà, mais j'y arrivais plus, tu sais, tu vas à reculons, voilà, et puis enfin, j'ai pas fait les bons choix au bon moment, je pense, pour le déroulement de ma carrière. Et donc voilà, j'avais du mal. J'avais du mal et je revenais en plus de l'armée, j'avais quitté l'armée inapte parachutiste, parce que je m'étais blessé, Ah oui, c'est vrai. inaptitude définitive, etc. Donc petit coup dur aussi, tu vois. Donc Oui, parce que ça te fermait la porte des unités spéciales, des forces ah, spéciales que tu avais en tête. exactement, bah Ouais. ouais, enfin, comme je disais, tu vois, j'étais au GSO à cette époque-là, je réussis les tests, je pars, je fais la formation, voilà, tout va bien, et puis un jour, en manip, bah voilà, ça se passe moins bien, tu te blesses une fois, ça revient, deux, trois, au bout d'un moment, bah, tu pars voir un spécialiste de tel militaire et il te dit, bah non, il est inapte définitif. Et donc, bah, quand tu reviens, on te dit, bon, bah, soit tu pars dans un régiment de conventionnel, de la conventionnelle, mais qui n'est pas para, soit bah tu te casses, tu mets fin à ta disponibilité police et tu reviens en police. Donc bon bah clairement en police je gagnais beaucoup mieux ma vie parce que bah la police est quand même bien mieux payée que dans l'armée si t'as pas la prime para. Et bah je perdais ma prime para du coup parce que je pouvais plus être parachutiste. Donc voilà, ça c'était je suis parti, je suis revenu au GSO dans l'unité dans laquelle j'étais, bah c'est comment dire, si je dois un peu imaginer tout ça, c'est tu C'est joues pas, tu joues au foot. c'est pas l'unité spécialisée en ouverture de serrure à 200 portes par an, c'est pas celle-là, hein. Le GSO, c'est celle-là. C'est celle-là. Le C'est celle-là, GSO, ok. c'est ouais. C'est Ça m'a une très beaucoup bonne fait unité. rire. C'est Les une 200 portes, ouais. très belle unité, grosse cohésion. J'avais mes copains. Enfin, j'étais un peu. Ça faisait longtemps. Enfin, ça faisait un certain temps que j'y étais. Donc, euh, tout se passait bien, mais bah, c'est une unité tremplin pour les groupes d'intervention comme le RAID ou la BRIPP ou une BRI nationale. Et, euh, et tu réussis les tests pour aller la pointe de l'épée. Donc c'est comme si, je sais pas moi, tu joues au foot et tu joues en régional, enfin ou en national, allez en national,
Et puis, il y a un recruteur qui vient et qui te dit, bah, tu vas commencer à jouer au football dès la semaine prochaine au PSG en équipe 1. Ouais. Et puis d'un seul coup, bah, tu te blesses et tu reviens, tu reviens en national. Donc c'est le coup dur quand même. Enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça. Hein, c'est comment moi je l'ai vécu. C'est pas pour dénigrer quoi que ce soit, mais c'est tel quel. Euh, donc j'ai du mal à m'en remettre et j'ai décidé de partir dans une autre unité spécialisée qui s'appelle, bon, je peux pas vraiment trop en parler, qui est une unité de renseignement qui est très opérationnelle aussi. Je pensais que ça allait me plaire aussi, sauf que bon bah il commençait à avoir certains mots, cauchemar, pensée intrusive, etc. Et en plus, bon bah voilà, je sais pas, ça l'a pas fait. Donc ce qui a fait dégénérer tout ce truc-là, c'est bon moi je commençais vraiment à ressasser, ressasser, ressasser. Et ce qui a fait exploser le truc, c'est en fait un jour avec Alex, on a, on a eu, enfin, Alex a eu connaissance, donc Alex ça, c'est un ami, un très bon ami, un de mes meilleurs amis, je pense même. Euh, il a eu connaissance, donc lui, il a une société qui s'appelle Chiron. Il a eu connaissance qu'une personne qui était un escroc notoire était en Pologne c'était au début de la guerre en Ukraine Mhm. et qui était en Pologne, et frontière Ukraine, et qui essayait de vendre des armes, enfin ou de l'équipement balistique, etc. en se faisant passer pour quelqu'un de Chiron. Et il a réussi à le manipuler pour le rencontrer quand il est retourné en France. Euh, donc nous, moi il m'en a parlé. Et il devait rencontrer la personne à un rendez-vous. Enfin, c'était une personne qui était recherchée par la police. Hein, il avait plusieurs, enfin, il était recherché par la police. Donc moi, j'ai comment dire, rendu compte pas à ma hiérarchie directe pour le coup. J'ai rendu compte à un autre service de renseignement parce que bon, c'était quand même assez sensible. Le gars, il était en Ukraine, c'était au tout début. Voilà, les services de renseignement cherchaient à savoir les Français qui partaient, etc. Donc on devait il devait l'interpeller quand on était au contact avec lui. Et puis au final, ça s'est pas fait. Donc voilà, ça a été interpellé par une autre unité. Il s'est avéré que quand ils l'ont passé au fichier, qu'il était recherché pour des escroqueries, pour viol, enfin bon, voilà, c'était une personne vraiment peu Un bon fréquentable. élément de la société. Voilà, c'est ça, ouais, une bonne vermine. Et d'ailleurs, il s'appelle Tony Payon. Il a été jugé coupable là, il y a l'année dernière. Il a pris, je sais plus combien d'années de prison pour plusieurs viols. Enfin bref. Ah, c'est vraiment le diable au corps. C'était le personnage, le diable au corps. Et bah, en fait, ça a été mon unité. Bon, j'en ai pas parlé à mon unité parce que moi, j'avais commencé une reconversion professionnelle pour être pédicure podologue en parallèle. Et voilà, ce que le syndrome post-traumatique commençait à être trop présent. C'était quelque chose que je taisais, que je disais à personne. Et puis là, en fait, bon, bref, il y a eu pas mal de, ils l'ont su, ils m'ont considéré comme une barbouze, ils m'ont dégagé. Voilà, j'étais dans une unité qui était secret défense. Voilà, j'étais dégagé comme un moins que rien. Et puis en parallèle, bah, je disais que ça allait pas non plus du tout depuis quelques temps avant tout ça. Pas de soutien et c'est là, ça m'a fait péter les plombs. Donc, c'est là où ça a commencé à dégénérer plus. Au moment où ça dégénère plus, donc tu dis que t'as déjà que t'as aucun problème avec voilà, à solliciter de l'aide extérieure de professionnels pour qui sont spécialisés pour traiter certains maux. Toi, en l'occurrence, les tiens, bah, c'était pas forcément des mots physiques.
Quand tu captes tout de suite que après cette décision où tu te fais globalement lâcher, que tu captes tout de suite que ça part en vrille et qu'il faut que tu passes à la vitesse supérieure en termes d'aide ou pas Ouais, vraiment? ouais, ouais. Et j'ai essayé au début de que le service de la police me mette commence à me suivre. Ça s'appelle le SSPO, service de psychologie opérationnelle, enfin ou de soutien psychologique, enfin, un truc. Et, ils, ils sont pas si opérationnels que ça. Donc voilà, je me suis débrouillé tout seul, grâce aussi, enfin si grâce à un médecin qui est dans la police là, qui gère, ça s'appelle la médecine de prévention là, qui m'a quand même beaucoup aidé. Et puis bah après ouais, je suis allé dans un centre spécialisé, pris en charge, etc. Mais bon, c'est pas grâce à l'administration, hein. Je alors déjà je suppose qu'on te l'a déjà dit plein de fois mais je trouve que c'est hyper impressionnant que tu aies cette capacité à en parler de manière aussi ouverte aujourd'hui. Tu vois, moi, je reçois quand même beaucoup notamment de sportifs et sportifs de haut niveau qui parfois m'expliquent que prendre un préparateur mental, alors peut-être moins, on va dire, sur la dernière année et demie du podcast, mais quand j'ai lancé en 2020, parfois on leur demandait s'ils allaient bien quand ils expliquaient qu'ils avaient pris un préparateur mental. Et je pense que ça reflète assez bien l'état de et encore une fois, même si je pense que ça change, ça reflète assez bien, tu vois, la vision de la société française sur tout ce qui touche au psychologique, où ça fait un peu peur, on comprend pas, donc c'est pas forcément un sujet sur lequel on est méga open. Donc je trouve que Non, c'est non, puis même encore aujourd'hui, tu vois, ouais, m- bon, c'est, j'ai certains de mes potes, ils ont vécu aussi, ils ont vécu aussi beaucoup de choses opérationnellement parlant, ils en parlent pas, ou ouais. pour eux, ceux qui en parlent, c'est des faibles, c'est des mythos, c'est des, voilà. Et en fait, pourquoi? Parce que beaucoup s'en servent pour essayer de toucher une rente de telle ou telle institution. Et Ah bon? Ah ouais? enfin, moi, genre, voilà, bon, pas de nom à la radio, mais je connais certaines personnes qui se sont fait passer pour traumatisées parce qu'elles avaient entendu un coup de feu en mission à côté de leur véhicule blindé et eux étaient dans le véhicule blindé. Tu vois, enfin, et voilà. Et en fait, ces personnes-là desservent Ouais. les gens qui ont besoin. Alors, je dis pas que, en plus, enfin, moi, je l'ai bien géré. J'arrive à le gérer. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Mais et ben, ces gens-là desservent le système. euh, et le problème, c'est que c'est très dur de, de savoir si c'est le vrai du faux. Ouais. Bah parce qu'on touche à l'invisible là en fait. Donc c'est sûr que Et exactement, tu touches à l'invisible. ouais, Moi, je vois des copains qui sont SPT, mais plus. Jamais ils te diront que ça va pas. Jamais tu ouais. demandes ça va aujourd'hui. Ouais, ça va très bien. Enfin, euh, le jour, un de mes potes, on était sur une formation, enfin, on était sur un truc. Il y a un bruit de grenade, je l'ai vu, il s'est mis à sursauter, il est devenu tout blanc et tout. Enfin, pourtant, on était dans un truc. Ça, c'était une grande d'exercice, quoi. Ouais. Donc, et lui, jamais il ira consulter pour dire que ça va pas. Et peut-être par fierté, peut-être parce qu'il veut pas se l'admettre, je sais pas, mais jamais il le fera. Jamais il le fera. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je m'en fous. Tu peux te foutre de ma gueule en disant que, euh, que je suis un faible, en tout cas, j'ai pas de problème. Même ça peut, quand c'est bien amené, j'ai des copains, voilà, ça taquine, ça charrie un peu sur moi. Ça me fait plus ou moins rire, hein, mais voilà, j'ai pas de problème avec ça. Bah écoute, c'est ce que j'allais te dire, je trouve ça vraiment bah déjà méga inspirant que tu arrives enfin la manière dont tu l'as géré puisque là bon t'es passé dessus rapidement mais dans le livre enfin c'est quand même assez clair que tu avais des pensées noires. Ah bah clairement. Ouais.
clairement, il y a 2-3 fois, enfin 2 fois, 2 fois pour être honnête, où je m'étais, quasiment convaincu, OK, ce soir, c'est ton dernier soir. C'est, comment tu vas faire? Tu privilégies quoi? Une balle dans la bouche, la noyade, le train, en fait, quand tu commences à avoir ces pensées-là, à déterminer l'heure et le lieu, c'est que, c'est que là, t'es vraiment, c'est plus des petites pensées. On en a tous, je pense, des pensées noires. Toi, t'as dû en avoir, voilà, au cours de on en a tous. Et on en aura tous. Mais quand tu commences à fomenter un plan Ouais, t'es pour presque au point de aller non-retour, quoi. exactement. Et Ouais. c'est là où je me suis bizarrement, ça m'a aussi fait peur parce que aussi tu te raccroches en te disant, ben mais en fait si tu fais ça, t'es pas quelqu'un, t'es pas un homme, t'es pas un, voilà, je suis chrétien, c'est c'est interdit dans notre religion de faire ça. Donc, Tu étais papa déjà à ce moment-là? ouais, j'étais papa. Et en fait, oui, exactement, je me suis raccroché à mon enfant en me disant, mais il faut pas que, pas possible, il faut pas qu'il vive sans père. Il faut que tu sois là avec lui pour tout au long de sa vie. Donc, moi, je me suis raccroché à ça, je me suis raccroché à la foi. Et je me suis fait aider, alors il y a eu les psys, mais il y a aussi eu, moi je suis protestant, donc il y a eu la pasteur, il y a eu le padré de mon ancienne unité qui m'a aussi, à qui j'ai beaucoup parlé, parce il y avait aussi, enfin j'avais un gros sentiment de culpabilité par rapport au sang que j'avais fait couler. Parce que du sang, j'en ai fait couler quand même pas mal, donc voilà, il y avait cette culpabilité-là que j'avais, qui était devenue trop présente, en me disant mais putain t'es un monstre, tu vas aller en enfer. Par Et rapport à ta foi? Non, ouais ok, ouais. exactement. En fait c'était voilà c'était le j'ai- je sais pas j'étais ma perception des choses étaient complètement altérées. Donc t'as l'impression d'être en fait d'être quelqu'un de mal, enfin, alors que tu essaies tout au long de ta vie d'être quelqu'un bien. Et c'est ça qui était pour moi très, qui me rendait dingue. La sortie de cette situation, c'est quoi? Alors, désolé pour l'analogie un peu pourrie, mais c'est comme d'arrêter de fumer, c'est un interrupteur, c'est on-off. Tu as un déblocage psychologique et tu t'en sors, ou c'est un processus qui Ah, prend du temps? c'est un processus qui prend du temps, hein. Mais j'en suis pas sorti, enfin, t'en sors, la dépression, tu t'en sors. Hmm. Mais il y a des symptômes, voilà, t'en sors, je ne sais pas si j'en sortirai un jour. Mais Et tu du vis coup, avec. ouais. Et tu as des points de vigilance du coup que tu surveilles, tu vois, pour anticiper potentiellement, pour te rendre compte que potentiellement tu es en train de glisser à nouveau dans une phase pas terrible. C'est quoi? C'est des humeurs, c'est des fluctuations d'émotions. Enfin, tu fais gaffe à ça ou... Ouais, je suis quand même très attentif à tout ça. Moi, c'est ouais, les humeurs, Ouais, les cauchemars, l'hypervigilance. Euh, ouais, c'est trois choses. ouais. Après, Waouh. c'est médié beaucoup par la fatigue. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est fatigue plus, on va dire. Ouais, ce qui doit pas aider, je- ça me fait beaucoup rire l'intro de
ton interview sur la sueur où je sais pas dans quelle phase t'étais dans tes études en médecine, mais apparemment c'était une phase où tu avais eu beaucoup d'examens, etc. Tu dis que tu avais eu des nuits très 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 courtes. Ah ouais, c'est vrai, l'année dernière, ouais. Ah, Et dépression nerveuse. ouais, c'est exactement. Tu dis que t'es pas passé loin d'explosion en vol nerveusement. Et Ouais. c'est rigolo parce que j'étais en train de lire, tu vois, sur la fatigue. Alors, je fais une mini parenthèse, mais je suis en train de lire un livre. Alors, je sais pas s'il a été traduit, mais c'est Why We Sleep, qui est apparemment un peu une référence internationale, avec un chercheur de Harvard, je crois, qui a étudié dans les années 70-80, mais visiblement, ça fait toujours un peu référence les raisons scientifiques pour lesquelles on dort. On pourrait se dire, bah non, mais c'est évident, on dort parce qu'il faut se reposer. Mais voilà, lui, il rentre scientifiquement en fait dans le détail et notamment l'impact que ça a sur le cerveau, etc. Et l'accumulation du déficit de sommeil, comment ça influe notre santé à long terme, le type de Ouais, maladie qu'on peut bah, développer, en fait, etc. moi aussi, j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai regardé beaucoup d'études là-dessus. En fait, bah, quand tu dors, tu rentres dans un processus de réparation cellulaire. Tu rentres dans un processus aussi dans la réparation, un peu le nettoyage par différents mécanismes de, bah, du corps, mais surtout aussi de tout ce qui est neuro. Et bah, quand plus tu manques de sommeil, moins tu vas réussir à justement à nettoyer tout ça. Ça va favoriser la survenue de certaines maladies, bah, Alzheimer, certaines démences, etc. Ça favorise la dépression, ça favorise aussi la prise de poids parce que tu vas exprimer une plus grosse quantité d'hormone de la faim qui est la leptine. Tu vas, tu vas aussi avoir comment dire, un peu comme les gens qui sont obèses au niveau de justement cette expression de la leptine, une espèce de résistance à cette enzyme-là, je crois. Enfin, c'est pas une hormone, je crois que c'est une enzyme, la leptine. Donc voilà, enfin, le manque de sommeil, c'est délétère plus, hein. Ouais, Si je dois résumer là, tout ce que je viens de dire en rentrant un peu dans les détails, voilà, manquer de sommeil, c'est pas la folie. c'est pas de te faire du bien Ouais. à court, moyen et long terme. Mais du coup, D'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, quand je révise, hein, là, je passe mes journées à réviser, en plus, c'est période de partiel, je mets un point d'honneur à dormir 8 heures. ok. À dormir 8 heures parce que je sais que sinon, le lendemain, bah, humeur catastrophique avec les miens, tout va me saouler, enfin voilà, je vais devenir limite agressif avec les gens, je vais pas réussir à me concentrer, je vais, je, je préfère bien dormir aujourd'hui. Ouais. Bah écoute, en tout cas, encore une fois, franchement, méga inspirant que t'en parles de cette manière et surtout de voir comment t'as géré tout ça. Et merci et bravo en fait parce que bah, c'est quand plus il y a de partage comme ça, je pense, plus ça ouvre un peu les yeux sur ces situations et finalement enfin ça donne quand même de l'espoir, tu vois. Ça montre que voilà, on peut s'en sortir même sans être accompagné dès le début. Bon, comme tu le dis, même si, selon ce qu'on a, c'est pas forcément curable. On peut garder des symptômes, mais voilà, on peut tout à fait le gérer, comme tu es en train de le faire. Donc franchement, bravo à toi. Bah, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Avec C'était grand cool. plaisir. Avec grand plaisir. Merci énormément, Moyav. Dernière question pour toi en guise de conclusion. Est-ce que tu as un message? Alors, il y a plein de messages qui sont passés dans ton livre. Encore une fois, de sueur et de sang. Il y a les liens en description de l'épisode. Je recommande chaudement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager pour conclure cet échange Bah, écoute, qui te tient à cœur? ouais, bah, j'ai envie de dire, je le dis dans le livre, mais voilà, je vais le redire par une expression parce qu'en fait, ce livre, bon,
j'ai décidé, j'ai accepté de le faire parce que je me disais que j'allais laisser quand même une trace à ma famille, à mes enfants, à mes parents, à mes frères, mes sœurs, mes amis. Et voilà, c'était, je pense, quelque chose de plutôt sympa à faire. Mais il y a aussi ce message où je dis surtout aux jeunes là qui quittent l'armée et bon, parce qu'ils ont pas envie ils ont envie peut-être de retourner dans un contexte civil où ils ont envie de voir autre chose que le milieu militaire, comme moi par exemple, comme d'autres, hein, Benoît, comme Alex, qui est entrepreneur et qui réussit très bien sa vie, comme bah, Benoît dans le milieu sportif, Mhm. que bah, aujourd'hui, voilà, tout est possible. Il faut juste de la chance peut-être, mais du travail qui ne tente rien à rien aussi. Donc, si on a un projet, faut le tenter. Et puis, bah, on n'a pas de regret à tenter les choses. Pour preuve, hein, je, je le dis dans mon livre, hein, je pars de rien. Comme a dit un certain général sur un plateau TV, bah, moi, je suis un vrai bac-5. Et aujourd'hui, bah, je suis étudiant en troisième année de médecine. Ouais. Donc, tout est possible. Et futur top Faut 50 en 2028. Inch'Allah, hein, j'espère. Hein. Euh, mais, euh, mais ça fera aussi le travail, tu vois. Ouais. Et oui, Voilà, oui. je tentais le truc, et bah, si j'y arrive pas, au moins je me serais donné les moyens d'y arriver. Et ça le fait pas, bah, c'est que tant pis, il est plus fort que moi sur les épreuves et félicitations à ceux qui sont devant moi. Je reste quand même fair play, hein. On apprend ça, il paraît au judo. Dans le code d'honneur à Skip. Ouais, c'est vrai. Euh, donc, euh, Donc voilà, après, bah, peut-être si ça intéresse les gens de suivre ma vie, j'ai un Insta pro qui est Mojave. Et voilà, je partage un peu ce que je vis, mes, euh, mes différentes casquettes un jour étudiant, un jour je travaille à Chiron, un jour je vais me péta au Mamoudi. Donc voilà, les gens qui veulent me suivre, voilà, bon, mes stories partent des fois un peu dans tous les sens parce que tu me vois un coup à la fac, 2 heures après, 2 heures après, je suis sur le tatami. Mais bon, les gens ils restent, hein, ils restent sur Insta, donc ils restent sur mon Insta, donc c'est que ça les fait rire. Et puis voilà, c'est ce que je peux se dire aux jeunes, c'est voilà, qui suivent le projet et quand on a quelque chose dans la tête, il faut pas l'avoir ailleurs. Voilà, faut le faire coûte que coûte jusqu'à ce qu'on te dise c'est mort de chez mort. Parce que moi, je suis un forceur, hein. Bah, j'ai toujours été un forceur. Quand je voulais un truc, même il m'est arrivé qu'il y ait des choses qui me soient passées au sous le nez parce que bah, j'étais trop un forceur. Donc voilà, ouais, faut tenter les choses. Moi, le livre, il est fait aussi pour ça, pour dire aux gens, faites-vous kiffer, hein. Tout le monde le sait. Enfin, je pense qu'on a tous conscience au fond de soi que bon, la vie, elle est longue, mais vraiment courte à la Ouais, fois. ouais. Elle peut s'arrêter d'un instant à l'autre, comme elle peut durer encore des années et des années. Donc faites-vous kiffer et faites ce que vous avez envie de faire quoi, de votre vie. Hein. C'est tout simplement ça. C'est pas une fois qu'on est sur son lit de mort qu'il faut se dire ah bah si j'avais su. C'est clair. C'est clair. Bah Voilà. écoute, encore un immense merci Moyav. Moi, c'est clairement le message que j'avais retenu à la lecture de ton livre et puis même là en échangeant, enfin ça fait que le confirmer et t'en es l'incarnation, la preuve, un parcours de vie hyper divers et en même temps un parcours de vie d'excellence. Donc vraiment merci énormément pour ton temps dans cet agenda très chargé. Et puis bah Bah écoute. merci à toi. Peut-être à une prochaine pour un épisode sur, je sais pas, ta prochaine tranche de vie, quelle qu'elle soit. Je sais pas. Ça se trouve, je vais péter les plombs, je vais vouloir aller élever des chèvres. Bah Je écoute, sais pourquoi pas. pas, hein, si c'est le prochain alignement, go, hein, Des vaches dans le Périgord. des vaches Highland, ouais, Peut-être prochain agriculteur, c'est c'est un beau ça. métier aussi.
Merci énormément en tout cas, Ouais. Moya, c'était un vrai plaisir. Excellente journée à toi et à une prochaine. Merci beaucoup.